messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La ville de Zhengzhou, dans le Henan, a connu des intempéries rares et violentes, submergeant une partie du métro de la métropole. Le Premier ministre chinois Wang Yi s'est engagé à faire progresser la réforme médicale du pays. La Chine révisera la loi sur la population et la planification familiale pour légitimer la politique des 3 enfants. Le Zhejiang dévoile les détails d'une zone pilote pour la prospérité commune. La Chine dévoile un plan sur 3 ans pour stimuler son secteur de la cybersécurité. Mardi, des pluies diluviennes ont provoqué de graves inondations dans la province chinoise du Henan. À Zhengzhou, une métropole de 10 millions d'habitants, des quartiers entiers étaient complètement sous les eaux. Reportage. La province centrale du Henan a initié mercredi la réponse d'urgence au plus haut niveau pour faire face aux inondations, car les catastrophes provoquées par les pluies ont fait 12 morts et 5 blessés. Le Centre provincial de lutte contre les inondations et la sécheresse du Henan a activé la réponse d'urgence de niveau 1 à 3 heures du matin mercredi. Un total de 12 personnes ont été tuées dans des pluies torrentielles au centre-ville de Zhengzhou, capitale du Henan. Mardi vers 18h, le métro de Zhengzhou a annoncé l'arrêt de tous ses services après que de nombreuses zones de la ville ont été gorgées d'eau. Les services ont été suspendus pour plus de 160 trains à la gare de l'Est de Zhengzhou, bloquant un grand nombre de passagers. Du 16 juillet à mardi 15h, les pluies torrentielles ont affecté plus de 280 000 habitants de 31 districts et arrondissements du Henan et 14 680 personnes ont été évacuées dans des endroits sûrs. Les pluies ont endommagé environ 20 000 hectares de culture. Le bourg de Minhe de la ville de Gongyi, administré par Zhengzhou, a été inondé par les pluies diluviennes, avec plus de 20 000 personnes affectées. Les opérations de secours sont en cours. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a mis l'accent mardi sur les priorités dans la réforme médicale du pays, notamment l'amélioration de la prévention des maladies et l'augmentation de l'accessibilité aux services médicaux. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que le gouvernement travaillera dur pour alléger les difficultés de visite à l'hôpital et réduire les coûts médicaux. Il a tenu ses propos lors d'une instruction donnée lors d'une réunion nationale sur la réforme médicale qui s'est tenue mardi à Beijing. Selon lui, le gouvernement poussera également les hôpitaux à partager les informations sur les examens médicaux et facilitera le remboursement des frais médicaux à travers les provinces. Les ressources iront également à la stabilisation des prix des médicaments, au développement de la médecine traditionnelle chinoise, à la formation des médecins ruraux et à l'application des technologies numériques dans les services médicaux. Lors de la réunion, la vice-première ministre Sun Sunlan a exhorté les départements de la santé à travailler pour établir un réseau de services médicaux à multiples niveaux, approfondir les réformes des hôpitaux publics et renforcer la réponse au Covid-19 et à la vaccination. D'ici 2025, la Chine mettra en place un système de soutien complet qui aidera à réduire considérablement les charges pesant sur les couples élevant des enfants. Cet ensemble d'outils politiques visant à augmenter le nombre de nouveau-nés ont été annoncés mardi par les autorités centrales. Le pays révisera la loi sur la population et la planification familiale pour légitimer la politique des 3 enfants. Un document officiel publié mardi par les autorités chinoises énonce les mesures spécifiques pour mettre en œuvre la décision politique annoncée le 31 mai par les autorités centrales qui permet dorénavant à tous les couples d'avoir un 3e enfant. Selon le document, les charges financières, le manque de services de garde d'enfants et les problèmes concernant les carrières des femmes font partie des principaux facteurs qui réduisent la volonté des couples d'avoir plus d'enfants. Le document appelle ainsi les autorités locales à supprimer les frais de compensation sociale imposés aux personnes qui enfreignent les politiques de planification familiale et à supprimer tout lien entre cela et les opportunités d'éducation et d'emploi. Il est également demandé aux gouvernements locaux de rationaliser le traitement de questions telles que la délivrance d'actes de naissance, les vaccinations pour les nouveau-nés et les demandes de cartes de sécurité sociale.
Un soutien plus large sera également déployé dans un grand éventail de secteurs afin d'améliorer la fourniture de services de garderie, indique le document, ajoutant que les maternelles seront encouragées à admettre des enfants de moins de 3 ans, qui est actuellement la limite des politiques d'admission. Le document suggère que les couples avec de jeunes enfants auront accès à des réductions d'impôts, à un logement subventionné et à un congé d'allaitement. Des inspections seront également effectuées pour s'assurer que la grossesse et l'accouchement ne compromettent pas les opportunités de carrière des femmes. Il est noté que la Chine continuera à protéger les droits et intérêts légitimes des familles avec un seul enfant, tels que le système actuel de récompense et d'assistance, ainsi que les politiques pour les familles avec un seul enfant et pour les familles rurales avec 2 filles nées avant l'introduction de la politique du 2e enfant. Des efforts seront également déployés pour étudier la mise en place d'un système de congés amélioré pour les enfants de familles à enfants uniques afin de s'occuper de leurs parents. La Chine renforcera également la supervision des services de santé reproductive, précise le document, qui ajoute que l'objectif est d'améliorer le niveau des services de soins prénataux et post-nataux, ainsi que de construire un système de services de santé reproductive avec une offre et une demande équilibrée. La Chine a commencé à promouvoir la planification familiale dans les années 1970 et l'a incluse dans la Constitution en tant que politique nationale en 1982. Les autorités ont commencé à assouplir les politiques de planification familiale après le 6e recensement national dont les résultats ont été publiés en 2010 et ont souligné l'accélération du vieillissement de la population. À partir de 2013, les autorités ont autorisé les couples qui étaient tous deux des enfants uniques à avoir un 2e enfant et la politique a été étendue pour couvrir tous les couples en 2016. Dans le processus de la construction d'une zone de démonstration pour la prospérité commune et du développement axé sur la qualité, la province du Zhejiang propose une série de modèles inspirant toute la Chine. Selon le dernier plan de mise en œuvre publié par les autorités provinciales, la province du Zhejiang vise des progrès significatifs pour devenir une zone pilote de prospérité commune d'ici 2025 grâce à un développement de haute qualité. Explication. Le plan, qui a été dévoilé le 19 juillet, propose 52 tâches et objectifs liés aux revenus, à l'emploi, au logement, à l'éducation et à la santé publique dans la province. Une idée centrale est la formation d'une structure sociale en forme d'olive, dans laquelle les ménages à revenus moyens sont le pilier de l'économie. La province s'efforcera également de devenir un exemple sur la façon de réduire les disparités entre les régions, les zones urbaines et rurales et les revenus. Selon le plan, le revenu disponible annuel par habitant de tous les habitants du Zhejiang atteindra 75 000 yuans, soit 11 570 $ d'ici 2025. Le paiement du travail représentera plus de 50% du PIB d'ici 2025 et le ratio entre le revenu disponible des habitants et le PIB par habitant continuera d'augmenter au cours de la période. Dans le même temps, la taille du groupe à revenus moyens dans la province devrait augmenter avec l'amélioration de la qualité de vie. La proportion de résidents dont le revenu disponible annuel des ménages est compris entre 100 000 et 500 000 yuans devrait atteindre 80%. D'ici 2025, le taux d'urbanisation de la population du Zhejiang atteindra 75%, l'écart de revenus entre les résidents urbains et ruraux étant maintenu à un niveau raisonnable. L'écart de revenus devant se réduire, la capacité des groupes à faible revenu à gagner plus d'argent et à augmenter leur niveau de vie sera considérablement améliorée. De son côté, l'agence de presse Xinhua a rapporté que l'éducation, l'un des principaux indicateurs de développement, devrait atteindre le niveau avancé international et national avec un taux d'inscription dans l'enseignement supérieur de plus de 70%. Les enfants bénéficieront en moyenne de 15,5 années d'éducation. Enfin, pour les résidents urbains du Zhejiang, des cercles de services publics seront créés avec des membres de la communauté capables de se rendre à pied aux établissements offrant une éducation préscolaire, des soins de santé et des soins aux personnes âgées et des exercices physiques en 15 minutes. L'espérance de vie devrait dépasser les 80 ans. Une décision d'établir le Zhejiang comme zone de démonstration pour la prospérité commune a été dévoilée dans une directive publiée conjointement par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État le 10 juin.
Elle est arrivée alors que la Chine s'efforce de résoudre les problèmes de développement et de réduire l'écart entre les zones urbaines et rurales après avoir éradiqué l'extrême pauvreté l'année dernière. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a publié le 12 juillet 2021 un projet triennal visant à renforcer le secteur de la cybersécurité dans le pays. Le ministère espère que l'industrie générera 38,6 milliards de dollars en Chine d'ici 2023. Selon cette stratégie, plusieurs secteurs clés, comme celui des télécommunications, devront consacrer 10% de leur budget à la mise à niveau informatique de leur cybersécurité d'ici à 2023. L'autre objectif de la Chine est sa sécurité nationale. Dans le contexte de rivalité entre les États-Unis et la Chine, les Américains ne sont pas les seuls à redouter de voir les données de leurs entreprises chez le concurrent. Une réglementation est actuellement en discussion en Chine pour imposer un examen à toutes les entreprises ayant des données sur plus d'1 million d'utilisateurs souhaitant s'introduire en bourse à l'étranger. Sa portée n'est pas simplement tournée vers l'extérieur, mais également vers les utilisateurs des services des géants de la tech chinois. On continue avec la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei, dans le centre de la Chine. La ville teste son premier métro autonome au plus haut niveau d'automatisation. Le 15 juillet, le personnel a commencé des tests conjoints de systèmes de signalisation, de véhicules de surveillance intégrés, de communication et d'autres systèmes sur la ligne de métro 5, la première ligne d'exploitation entièrement automatique de Wuhan. En tant que système de niveau d'automatisation 4, les trains circulant sur la ligne de métro 5 de Wuhan fonctionneront automatiquement à tout moment, y compris l'ouverture et la fermeture des portes, la détection des obstacles et la gestion des urgences. Ils ne nécessiteront pas d'opérateur. Sans cabine de conduite traditionnelle, les passagers peuvent voir le train se déplacer à pleine vitesse à l'avant, ce qui peut grandement améliorer l'expérience des passagers dans le métro. Le train comptera 6 voitures de 140 mètres de long chacune. Une fois plein, il aura une capacité de 1896 personnes. La ligne de 33,57 km, conçue pour des trains roulant jusqu'à 80 km/h, relie 25 arrêts entre l'Université de médecine traditionnelle chinoise du Hubei et la place de la gare de Wuhan. La ligne de métro comprend 7,92 km de ligne aérienne avec 4 arrêts de 27 209 km de ligne souterraine avec 21 arrêts. Bien qu'il n'y ait pas eu d'heure de mise en service officielle, la ligne de métro devrait réduire les embouteillages, répondre aux demandes d'une meilleure expérience de voyage et accélérer le développement économique régional. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.